excusez-moi, j'ai un petit souci avec l'enregistrement, je l'ai relancé là, donc vous risquez de ne pas avoir le début de la séance en vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Je vérifie ça. 16h16. Ouais, ça a duré que 10 minutes, puis ça s'est arrêté. Donc 16h26, il va manquer 20 minutes. Bon, je le mettrai quand même. Je sais pas, j'ai dû cliquer dessus pour l'arrêter sans faire exprès. Oui, c'est quand j'ai dû transférer les choses d'un écran à l'autre, j'ai dû, sans faire gaffe, couper l'enregistrement. Ou alors il s'est coupé tout seul, je sais pas. C'est facétieux des fois, ces trucs. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, c'est ma souris qui vous prend la tête. Bon, je vais arrêter de cliquer alors. Vous pouvez couper le son, hein, maintenant. Je suis encore un peu cliqué quand même. Alors, vous y arrivez ou pas trop? Calculer des longueurs. 16, c'est pas trop difficile. Il suffit d'appliquer des formules. Hein.
Alors je vous propose de, bon, de le corriger rapidement, hein. De toute façon, en plus il est corrigé sur le bouquin. Donc alors qu'est-ce que ça fait la norme de U? On va le voir ensemble. Donc, je me remets en... Bon, je vous laisse le livre à côté. Je vais essayer de me débrouiller comme ça, c'est moins pratique, mais on va y arriver. Ok, donc la norme du vecteur U, qu'est-ce que c'est? Ben, on applique tout simplement la formule, hein. Donc il y a une racine carrée. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans la racine carrée? Bon, vous prenez l'abscisse, vous la mettez au carré. Vous prenez l'ordonnée, vous la mettez au carré. Alors, évidemment, il ne faut pas se tromper dans les calculs, hein. Donc 4 au carré, ça fait 16, 16 au carré, 25. D'accord, 16 plus 25, 41. Donc vous trouvez racine de 41. C'est pas un nombre très sympathique en soi, mais on ne peut pas simplifier la racine carrée, car 41 est un nombre premier. Et voilà ce qu'on trouve pour la norme de U. La norme de V, ben, ça va être exactement la même chose. Le même principe. Simplement, il faut utiliser les bonnes coordonnées. Donc, moins 2 au carré, plus 2 au carré. Et puis, on a une racine carrée qui vient par-dessus, évidemment. Donc, vous allez trouver racine de 8. Alors, celle-là, pour ceux qui sont à l'aise en simplification de racine carrée, comment peut-on la simplifier, racine de 8? Si on peut appeler ça, d'ailleurs, une simplification. Voilà, très bien, Antoine, ça fait 2 racines de 2. Bon, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, c'est pas très grave, on s'en fiche. On reverra en classe, puis on en refera de toute façon. Ok, ensuite, deuxième question qui était faite pour savoir aussi si vous savez manipuler, si vous connaissez le symbole de la norme, hein, les deux barres. Donc, que vaut la norme de U plus V? Alors, quelle est la méthode pour déterminer la norme de U plus V? Comment on fait? Comment on s'y prend? Je vous écoute. Il y en a qui ont réussi à le faire? Bon, ça, c'était la question 1. Alors, comment on fait pour la norme de U plus V? Young people. Non, alors c'est pas du tout comme ça que ça marche. Alors je vous montre ce qu'a fait Marion, c'est une belle bêtise, bon, vous l'avez faite une fois, comme ça vous la ferez plus. Donc voilà ce qu'affirme Marion en fait. C'est un peu le piège dans lequel on voulait vous faire tomber. Est-ce que Marion, t'as quand même senti qu'il y avait un truc chelou là-dedans? Alors Marion, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, mais elle l'a fait, mais elle s'est dit, ah, peut-être que... hein, ça sent pas bon cette histoire. Alors je vous montre ce qu'a écrit Marion, en fait elle a écrit ça. La norme de U plus V, c'est la norme de U, plus la norme de V. Hein, ça s'est pas embêté, quoi. Alors ce que tu nous montres, Omar, c'est la formule pour calculer la norme du vecteur AB. Si tu veux, quand le vecteur est défini à l'aide d'un point grand A et d'un point grand B. Donc ça, c'est ce qu'a utilisé Marion. D'accord? Cette formule est fausse. Ça marche pas. D'accord? Alors en fait, l'idée que vous avez quand vous écrivez ça, c'est ça revient à ajouter les longueurs de deux côtés dans un triangle pour trouver la longueur du troisième côté. Je vais vous faire un petit dessin tout de suite. Donc si vous avez... Voilà, tu as raison Lily, il y a quelqu'un de... Oui, c'est toi qui l'as dit déjà. C'est tout à fait ça, il faut d'abord calculer la somme des deux vecteurs. Mais je vous montre, si vous voulez, l'erreur de Marion, parce qu'elle est intéressante à comprendre pour tout le monde, en fait. Vous avez ici un vecteur U, d'accord? Puis ici, je mets un vecteur V. Je ne sais pas, il a trop l'air perpendiculaire. Donc, je vais dessiner un vecteur V. Comment représenter la somme U plus V? Ben, la somme U plus V, c'est ce vecteur-là. D'accord? Alors Marion, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, elle a dit que la longueur rouge, c'est la somme des deux longueurs noires. Vous voyez que c'est faux. Hein, même sur le dessin, on s'en rend compte. La longueur U plus V peut même être plus petite que la longueur U, que la longueur V ajoutée entre elles. Elle peut être plus grande aussi, ça dépend un peu de la configuration du triangle. Mais en tout cas, ça marche pas du tout. D'accord? Donc vous pouvez pas dire que la norme de U plus V, c'est la norme de U plus la norme de V. Ok?
Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que la longueur rouge, elle est inférieure ou égale, forcément, à la somme des deux autres longueurs. Comment ça c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce truc d'ailleurs? Je vais l'écrire comme ça. La norme de U plus V. Je suis en train de vous dire que c'est inférieur ou égal. Alors dans ce cas, sur le dessin, là, c'est strictement inférieur. À la norme de U plus la norme de V. Est-ce que vous avez déjà... Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est lié au dessin qu'on vient de faire. Hein. On a dessiné un triangle. Quelqu'un connaît une formule qui ressemble à ça ou pas? Est-ce que vous l'avez vu en seconde, par exemple? Ou est-ce que vous en avez entendu parler? Non, personne? Non, alors, en fait, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. C'est quoi l'inégalité triangulaire? Quand vous prenez un côté d'un triangle, il est forcément plus petit, alors, si c'est un vrai triangle, on peut même mettre strictement inférieur. Il est forcément plus petit que la somme des deux autres côtés. Il y a une façon de dire ça dans le langage courant, qui est tout bête en fait, qui dit que le plus court chemin, c'est la ligne droite. Si vous partez d'un point A et que vous allez à un point B, le plus court chemin, c'est d'aller en ligne droite, c'est-à-dire de suivre la longueur du vecteur U plus V. Si vous faites un détour par un point C, forcément vous allongez votre chemin. D'accord? Donc cette formule écrite au-dessus, là, qui a l'air un petit peu compliquée, la norme de U plus V, strict plus petit que gna gna gna, ça veut tout simplement dire, c'est une idée très simple, que le plus court chemin, c'est la ligne droite. Eh bien ça, en mathématiques, ça s'appelle l'inégalité triangulaire. D'accord? Donc, on va l'écrire dans la correction. Ok. En réalité, alors il fausse en général. Il y a un cas de figure où ça va marcher. En général. La plupart du temps, on a la norme de U plus V qui va être strictement plus petite que norme de U plus norme de V. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Autrement dit, le plus court chemin, c'est la ligne droite. Je vais mettre ici. Le plus court chemin, c'est la ligne droite. Alors pour illustrer ça, vous pouvez prendre ce petit dessin que j'ai fait ici. Hein. Si vous parcourez le vecteur U plus V, ce sera toujours plus court que si vous faites la longueur de U plus la longueur de V. Ça va pour tout le monde, ça? Donc l'idée qu'a eu Marion, en fait, de dire bah, il suffit d'ajouter les longueurs, non, ça marche pas. Heureusement, c'est plus compliqué. Alors comment on va faire? Bah, là, la méthode, elle est toute simple, hein, c'est lui qui a eu la bonne idée. La bonne idée, c'est de tout simplement, pour pas s'embêter, de calculer les coordonnées du vecteur U plus V. Alors donc on calcule d'abord le vecteur U plus V. Et ça, c'est facile à faire. On l'avait vu ensemble avant les vacances. Quelles sont les coordonnées du vecteur U plus V? Tout simplement, bah, vous prenez les coordonnées du vecteur U et vous ajoutez les coordonnées du vecteur V. Tout bêtement. D'accord? Donc je vais reprendre l'énoncé parce que je ne sais pas par cœur. Donc je prends les coordonnées du vecteur U, du vecteur V, j'ajoute. Donc ici, je vais trouver moins 6. Et là, je vais trouver 7. D'accord? Je fais une addition, quoi. Moins 4 plus moins 2, 5 plus 2. Et maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à calculer la norme en utilisant la même formule que tout à l'heure. Donc la norme de U plus V, c'est quoi? Ben, c'est racine carrée de... Donc moins 6. Il me fait des machins comme ça, ça m'énerve. Moins 6, le tout au carré. Plus 7 au carré, on dit. Voilà. Ok. Bon, à vous calculer ça, donc 36 plus 49, ça devrait faire 85. Donc on trouve racine de 85. Alors on va vérifier que ce qu'on a dit tout à l'heure était vrai. C'est-à-dire à savoir que si je calcule racine de 41 plus racine de 8, je vais trouver quelque chose de plus grand. D'accord? On va le faire ensemble. Hein. Donc prenez votre calculatrice, tout simplement. Ok. Calculatrice, es-tu là? Hop,
attendez, j'ai une calculatrice. Bah, je vais prendre la vôtre, tiens. On va lancer la Texas Instruments. Donc il y a un émulateur hein, que vous pouvez télécharger qui s'appelle TI SmartView, que vous pouvez installer sur votre calculatrice, sur votre ordinateur. Alors qu'est-ce que je dois taper? Alors ça c'est ce que j'ai fait ce matin avec notre classe. D'accord, donc je vais taper racine de 41. La racine carrée c'est là. Et je vais ajouter racine de 8. Ok. Bon alors là il me le met sous forme algébrique, donc je veux la valeur numérique. Ça fait 9,23. Ok. Alors, et maintenant on va taper racine de 85. Ok, allons-y. Hop, sous forme algébrique. Et ça fait, vous voyez, un petit peu moins. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, ça fait presque la même chose, mais en fait, ça fait un petit peu moins. Donc en fait, racine de norme de U plus V, c'est forcément plus petit que la norme de U plus la norme de V, même si là, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Alors il peut y avoir beaucoup plus d'écart que ça. Le fait que ça se joue à grand-chose, ça veut dire que les vecteurs U et V sont presque collinéaires. D'accord ? C'est-à-dire, en fait, ça fait un peu comme 3 points alignés. Si je vous refais le petit dessin, là, je vais rebasculer sur le tableau. Voilà. S'il veut bien y aller. Alors, en fait, dans la situation de l'exercice, si je devais représenter ces 3 vecteurs, en fait, on serait plutôt dans une situation comme ça. On serait pas très loin de l'égalité. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait le vecteur U qui est comme ceci, le vecteur V qui est comme ceci, et la norme et le vecteur U plus V qui serait comme cela. D'accord? Vous voyez, le triangle est presque aplati. U, V, et ici j'ai U plus V. Donc la norme de U plus V, elle est à peine plus petite que la norme de U plus la norme de V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire un détour par ce point-là, que je vous montre, ne raccourcit pas tellement la distance entre le début et la fin, ne rallonge pas tellement. D'accord? Alors évidemment, il y a un cas d'égalité, où la formule norme de U plus V va être égale à norme de U plus norme de V. Bah, c'est le cas où, je vais le dessiner encore à côté, cette fois-ci, tout est aligné. Donc vous allez avoir le vecteur U qui est comme ceci, le vecteur V qui est comme cela, d'accord? U, V, donc les deux vecteurs sont alignés, en fait ils sont collinéaires. Ils sont non seulement collinéaires, mais en plus ils ont le même sens. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le vecteur U plus V, que je dessine juste en dessous, sa longueur, c'est exactement la même que la somme des deux premiers. Mais c'est un cas très particulier, ça ne fonctionne que lorsque les vecteurs U et V sont alignés et ont le même sens. Enfin, les vecteurs U et V ont la même direction et le même sens. Ok, mais c'est vraiment un cas super particulier. Donc en général, ce qu'a fait Marion ne marche pas. Et on procède comme ça et on regarde que voilà, on peut obtenir les résultats de cette façon-là. Ça va pour tout le monde? Voilà pour l'exercice 16. Bon, j'ai fait quelques petits commentaires en plus. Allez, vous cherchez le 17. C'est parti. Il n'y a rien de compliqué dans le 17. Hein, voilà, c'est ce qu'on a fait en exemple dans le cours. Et puis après, vous passez à la suite.
voyez pas tout ce que j'ai écrit, c'est-à-dire... Vous voulez les formules, c'est ça? Je vous remets les formules, ça va peut-être vous aider. Qu'est-ce que tu veux, Victoire, en fait, que je comprenne? Tu veux toute la correction à l'écran? Bah, j'ai pas écrit plus, en fait. Hein. En fait, ah oui, il manque une petite phrase, oui, pardon, j'ai pas vu. Tant pour moi. C'est ce que l'on appelle... Il manque juste... je vais aller à la ligne, comme ça tu l'auras. Voilà, il manquait juste ce petit bout. De toute façon, ça, je vous le mets sur Pronote. Hein. Voilà, donc vous cherchez l'exercice 17, vous appliquez la formule, puis si vous avez tout compris, vous passez au 18. Qui est un tout petit peu différent, mais ça va nous faire revoir un petit peu les formules. Alors, Théo pose une question qui est assez intéressante. Vous nous parlez de longueur, mais j'ai pas d'échelle et j'ai pas d'unité. Alors en fait, il faut que tu saches qu'en... Les unités, déjà, ça existe qu'en sciences physiques. En maths, on n'a pas d'unité. En fait, quand on te donne les coordonnées de points A, B, ça sous-entend qu'on a un repère. Ok? Et si on te parle de longueur, ça sous-entend également que ce repère est orthonormé. On calcule toujours des longueurs dans un repère orthonormé. Mais la longueur que tu vas obtenir sera toujours relative à ce repère. C'est-à-dire c'est la longueur dans ce repère. Un repère, en fait, c'est quoi? C'est 3 points. O, I, J. OI, c'est la longueur sur unité, on va dire ça comme ça, sur l'axe des abscisses, et OJ, c'est la longueur unité sur l'axe des ordonnées. Et c'est la même. D'accord? C'est-à-dire I et J sur la même distance du point. C'est dans ce cadre-là qu'on va parler de longueur. Mais en fait, ce sont des longueurs mathématiques, c'est-à-dire elles n'ont pas de dimension physique. On peut toujours en donner une, hein, ça c'est pas un problème. Mais en fait, la longueur est toujours relative à un repère. Il est évident que si tu prends un repère 500 fois plus grand, si tu le dessines réellement, les longueurs vont être plus grandes. Mais si tu veux, c'est un repère abstrait qui n'a pas vocation à représenter quelque chose de concret. Et les longueurs, c'est toujours relatif à ce repère. Ok? On va pas trouver des centimètres, on va pas trouver des mètres, on va pas trouver des miles. On va trouver, si tu veux, des unités mathématiques. Mais en fait, ça n'a pas tellement de sens. On va trouver un nombre. En fait, ce qui définit une longueur pour un mathématicien, c'est pas du tout une unité. C'est certaines propriétés particulières. Déjà, il faut que ce soit un nombre positif. Et puis, il y a d'autres propriétés qui vont venir, notamment l'inégalité triangulaire. Donc, on a des tas de façons de calculer des longueurs. Un peu d'ailleurs comme on a des tas de façons de calculer des moyennes. Ça, je vous avais un petit peu montré. Et il faut respecter un certain cahier des charges. Et pour un mathématicien, ça va être une longueur. Mais c'est même pas forcément la longueur usuelle, classique, celle que vous utilisez. Alors là, on utilise la longueur usuelle, hein, c'est celle qui est obtenue par Pythagore. Mais il y a d'autres façons d'obtenir des longueurs en mathématiques, qui elles ne sont alors pas du tout, comment dire, intuitives. C'est-à-dire qui ne correspondent pas en fait au monde réel. Vous savez bien que c'est pas ça qui arrête les mathématiciens. Parce que même quand ils inventent un truc qui n'existe pas, en fait ça existe, mais on l'a pas encore découvert. C'est comme ça, mais au fin fond de l'univers. Alors, je vais, au lieu de blablater, alors c'est intéressant comme discussion, hein, c'est presque philosophique. Avec Monsieur Bouquet, on va quand même un petit peu avancer sur des choses beaucoup plus prosaïques, c'est-à-dire comment on fait pour calculer la longueur AB. Alors je vous signale d'ailleurs qu'en notation mathématique, la longueur du segment AB, ça s'écrit AB, hein, tout court. C'est pas la peine de mettre des crochets, etc. Alors crochet en français, ça désigne un segment, et AB sans rien, ça désigne une longueur. Alors pour ceux qui font des maths en allemand, c'est pas comme ça. AB sans rien, c'est un segment. Et pour désigner la longueur, on met une barre au-dessus. Mais bon, je ne vais pas vous embrouiller, on est en France. Donc la longueur AB, ça s'écrit comme ça. Alors comment on va procéder? Comme on l'a fait tout à l'heure dans l'exemple du cours, on va calculer la norme du vecteur AB, tout simplement. Donc j'écris norme du vecteur AB. Donc ça veut dire qu'il faut que je calcule les coordonnées du vecteur AB. Donc ça, maintenant j'ai bien compris comment ça marchait. Enfin, j'espère. Donc vous calculez les coordonnées du vecteur AB. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé, ceux qui l'ont fait?
vous écoute. Quelles sont les coordonnées du vecteur AB pour l'exercice 17? What is the result? Moins 2, moins 5. On valide. Elle a raison. Ça a l'air. Moins 2, moins 5. Est-ce qu'il y en a qui veulent que j'explique d'où ça vient, le moins 2 et le moins 5? C'est-à-dire quelles opérations ont donné ça? Est-ce que quelqu'un souhaite que je détaille? N'hésitez pas à le dire. Oui, je veux qu'on détaille. Allez, je détaille. D'où ça vient ce moins 2 et ce moins 5? Alors, en fait, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, il faut faire une soustraction. Point de départ, pardon, point d'arrivée, si je me trompe en plus. Donc, point final moins point initial. Ou si vous préférez, point d'arrivée moins point de départ. Hein, c'est toujours pareil, final moins initial. Alors, je suis arrivé en B, qui est pour abscisse moins 7, et je soustrais l'abscisse de départ, qui était moins 5. Et ça va donner moins 2. Pour l'ordonnée, c'est la même chose. Je suis arrivé en B, qui est pour ordonnée moins 3, et je dois soustraire l'ordonnée de départ. Et l'ordonnée de départ, c'est 2. Ok? Si vous faites ça, ça donne exactement moins 2 et moins 5. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à calculer AB. Alors, c'est une racine carrée. Racine carrée de moins 2 au carré plus moins 5 au carré. Ok. J'ai un problème de mise en forme, je sais pas pourquoi, bon, c'est pas grave. Et ça nous donne quoi? Alors 2 au carré ça fait 4, 5 au carré ça fait 25, ça vous donne racine de 29. Ok? Donc vous apercevez que dès qu'on calcule des longueurs, on tombe souvent sur des racines carrées. Alors quand on a du bol, on peut les simplifier, voire obtenir des nombres entiers ou des choses sympathiques, mais c'est pas toujours le cas, comme dans cet exemple. Voilà. Bon, vous voyez, ça c'est pas très difficile, hein, encore une fois, c'est des révisions. Alors on va passer à l'exercice 18 maintenant. Peut-être vous poser... Il n'y a pas beaucoup de calculs, mais peut-être ça va vous poser plus de difficultés, je sais pas, on va voir. Allez, tout le monde cherche exercice 18. Cette fois-ci, on vous demande de calculer les coordonnées de point D de sorte à obtenir un parallélogramme. Alors, essayez de le faire, ça ressemble un peu à ce que vous avez fait en DM, si je dis pas de bêtises. Si vous avez fini, vous faites le 18. Voilà, on fait le 18, oui. C'est ce que j'ai écrit sur la feuille. Hein. 18 souligné, vous cherchez le 18. Et ceux qui ont fini, vous pouvez passer au 19, etc. Alors pour le 18, c'est important, n'hésitez pas à faire une figure. Utilisez éventuellement GeoGebra si vous n'êtes pas très fort en dessin. Bon, encore que là, c'est pas très compliqué, mais n'hésitez pas à faire une figure. Allez, je vous laisse chercher 2 minutes, et j'en reviens.
Bon, alors, est-ce qu'il y en a qui ont du mal, qui sont un peu plantés avec ça, là, qui savent pas trop comment démarrer? Signalez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde sait le faire? Je peux corriger à la vitesse de la lumière? Bon, Marion, ça va, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ceux qui ont des petits soucis. Non, personne se manifeste. Alors, j'espère qu'ils sont toujours là, au moins. Ils sont pas partis pour un coup. Bon. Allez, on va regarder ça. Alors, en 0,7. Alors, ce que je vous propose, c'est... bon, Théo a une solution. On va essayer d'utiliser GeoGebra, hein, vous pouvez le faire sur votre ordi, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, attendez, je vais vérifier un truc, ok, c'est bon. Donc, je vais lancer GeoGebra. On va tout simplement placer les coordonnées des points avec GeoGebra. On va pas s'embêter. Et puis, rien qu'en regardant le dessin, peut-être on aura la réponse. Alors, évidemment, c'est pas une justification, hein, mais ça nous met déjà un petit peu sur la voie pour vérifier si ce qu'on a fait est juste. Voilà, donc j'ai affiché GeoGebra. Bon, c'est juste pour placer les points, hein, c'est pas... Voilà. Je vais mettre par là. S'il veut bien. Merci. Ok. Alors le point... Je vais placer les points. Le point A pour coordonner 2, moins 3. Je vais mettre ici. Pardon, si je mets pas de points, c'est bon. Ok. Le point B a pour coordonnées 4 et 5. Marche. Le point C a pour coordonnées moins 2, moins 1. Ok. Et on vous demande de placer un point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Alors Théo, qu'est-ce que tu nous as proposé? 0 et 7, c'est-à-dire ici. Alors on va vérifier si c'est vrai. Bon, ben, je vais tracer le ABCD, ABDC, pardon. Voilà, alors, hop. Donc si je place 0,7, hein, que je relie les 4 points, regardez ce qui se passe. Est-ce qu'on a un parallélogramme? Oui ou non? Oui. Alors est-ce que Théo a fait juste? Et non, il s'est trompé, Théo. Alors où est l'erreur? Effectivement, ça c'est faux. Essayez de voir où est l'erreur. C'est un peu... la première fois qu'on le voit, c'est un peu filou. On se dit, ah mince, on serait fait avoir. Apparemment, Théo et Paola ont vu l'erreur, mais Marion, c'est pas sûr. Il y a une erreur là. Et oui, il y a une erreur dans l'ordre des points. Alors, je vous avais mis en garde à la maison. Effectivement, si vous regardez l'ordre des points, hein, regardez ici, hein, je vous le montre avec mon curseur là, c'est ABCD. Et chez Monsieur Bouquet, c'est ABDC qui est un parallélogramme. Donc ça va pas. Bon, ben, je vais supprimer le point D. Ok, je le supprime. Voilà. Alors, où est-ce qu'il faut mettre le point D pour que ça fonctionne? Alors, regardez, il faut bien suivre l'ordre. A, B, C, D. Donc, le point D, il va plutôt être par là, en fait. Alors, je vais essayer de le placer un peu au pif, hein, on va bien voir. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Si je le mets là, faites voir. Est-ce que c'est bon si je le mets là? Ça a l'air. Bon, je mets au pif, alors je vais relier les points, on va voir. A, B, C, D. Non, ça n'a pas trop une tête de parallélogramme, il faut que je le bouge un petit peu. Hein. Alors je vais le bouger, je vais le mettre en plein écran, on y verra mieux. Alors, est-ce que je dois mettre le point... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Pas ce qui était prévu. Alors le point D... Attendez, j'ai un petit problème. Je vais bouger ma figure, on y verra mieux. Où est-ce que je dois mettre le point D? Alors j'ai des suggestions, il y en a qui m'ont suggéré moins 4, moins 9. Ouais, ça a l'air bon, moins 4, moins 9. Oui, là on fait un peu au pif. Là. Bon, je sais pas trop. Moins 4, moins 4, moins 9. Bon, alors Monsieur Bouquet est parti sur moins 4, moins 9. Est-ce que ça a une tête de parallélogramme? Ouais, pourquoi pas. Alors vous avez un outil dans GeoGebra pour savoir si votre figure est bien comme ci ou comme ça. Alors mademoiselle mes gens suggèrent moins 3, moins 9. Voilà, c'est pas évident à voir, hein, je suis d'accord avec vous. Si je veux bien... 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9, 3, 9
Oh, moins 3, moins 9, non, quand même. On a plutôt l'impression que c'est moins 4, moins 9. Hein. Alors, je suis en train de dire que vous avez un outil dans GeoGebra pour savoir si les objets sont tels que vous les croyez. Il faut juste que je retrouve où c'est, parce que je m'en sers pas tous les jours de ça. Où c'est? Bon, je sais plus où c'est un truc avec un point d'interrogation. Relation entre deux objets créés. Ils ont la même longueur et ils sont parallèles. Ah, c'est gentil ça. Vous voyez ce qu'il me dit? Donc j'ai cliqué sur les deux segments et le GeoGebra me dit qu'ils ont la même longueur et qu'ils sont parallèles. Donc ça doit bien faire un parallélogramme. D'accord? Donc je remonte. Je clique sur cela. Donc je vais chercher le point d'interrogation, je mets relation. Est-ce qu'il y a une relation entre cet objet et cet objet? Parallèle et même longueur. Pas mal. Alors Monsieur Bouquet me dit qu'il faudrait peut-être vérifier les deux autres. Alors, excusez-moi, la réponse est non, c'est mon téléphone qui a sonné. La réponse est non, c'est pas la peine de vérifier les deux autres, ça fait forcément un parallélogramme, mais on va quand même le faire, par acquis de conscience. Donc je vais mesurer ce côté, je vais comparer ce côté et celui-là, et à nouveau, ils ont la même longueur, et ils sont parallèles. Et on nous dit que GeoGebra fait une évaluation par calcul. Bon, on peut lui faire confiance, c'est bien un parallélogramme. Alors ce que je viens de vous montrer là, c'est pas du tout ce qui était attendu dans l'exercice, hein. D'accord? Dans l'exercice, il fallait se débrouiller entre guillemets tout seul pour trouver les coordonnées du point D. On va voir comment on fait. Mais disons, avec GeoGebra, vous avez un outil pour vérifier si ce que vous faites est bon ou pas. Alors comment on fait sans GeoGebra? En étant aveugle, j'ai envie de dire. Bah, vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va utiliser le cours. Vous avez un outil dans le cours. Alors, on va rappeler cet outil. Je mets le cours en plein écran. Je l'agrandis un petit peu. Et pour ceux qui l'ont regardé, j'espère qu'il y en a, on a une caractérisation des parallélogrammes. ABDC est un parallélogramme équivaut à AB égale CD. Évidemment, on va utiliser des vecteurs. Alors attention, ici il s'agissait de ABDC. Or, nous, dans l'énoncé, on a ABCD. Alors, c'est là où il ne faut pas se tromper, et c'est là qu'il est intéressant d'avoir fait le dessin dans GeoGebra, c'est qu'on va s'adapter à la situation. Quels sont les couples de vecteurs qui doivent être égaux? Si ABCD forme un parallélogramme, je sais que c'est équivalent à dire au vecteur AB égale au vecteur DC. Vous voyez, il ne faut pas se tromper dans l'ordre des points. Le vecteur AB va être égal au vecteur DC. Alors, on va l'écrire dans l'exercice. D'accord? Donc je vais écrire que ABCD est un parallélogramme. Ça équivaut à dire que le vecteur AB est égal au vecteur, attention à l'ordre des points, vous voyez, là maintenant c'est le vecteur DC. Encore une fois, faites le dessin pour en être convaincu. Hein, je vous le remontre. ABCD est un parallélogramme. Le vecteur AB est égal au vecteur DC. Ok? Ben, cette équivalence va nous permettre de trouver les coordonnées du point M. Alors comment on va faire? Ce que vous avez ici, en fait, vous en rendez pas compte. Mais ça s'appelle une équation. Pourquoi j'appelle ça une équation? Ben, déjà, vous avez le signe égal. Les points A, B, C, je les connais. Mais le point D, je ne le connais pas. C'est lui que je cherche. Calculer les coordonnées du point D. Quand vous avez quelque chose d'inconnu et qu'il y a une égalité, ça s'appelle exactement une équation. Sauf que là, c'est une équation avec des points du plan. D'accord? Mais écrit comme ça, c'est vraiment une équation. Et on cherche à la résoudre. On cherche à trouver les coordonnées du point D, c'est-à-dire on cherche où placer le point D pour que le vecteur AB soit égal au vecteur DC. Mais c'est vraiment une équation. Alors évidemment, cette équation géométrique, qu'est-ce qu'on va en faire? On va la transformer en équation numérique, c'est-à-dire on va remplacer les vecteurs par leurs coordonnées. Alors, comment on va procéder? De la façon la plus naturelle qui soit. D est un point inconnu. D'accord? Comme il est inconnu, ses coordonnées, je vais les appeler, quelle originalité? X et Y. D'accord?
Donc je suis en train de passer de la géométrie au calcul. Je suis en train de passer d'une équation avec des points à une équation classique, hein, numérique, avec des nombres. Voilà. Et encore une fois, ce passage de la géométrie au monde du calcul, c'est grâce au principe du repère cartésien. Merci René Descartes. Alors on y va. Je vais transformer cette égalité vectorielle en égalité numérique. Comment je vais faire? Ben, je vais écrire que lorsque des vecteurs sont égaux, nécessairement, en fait c'est une condition nécessaire et suffisante, leurs coordonnées sont égales. D'accord? Alors ici je vais écrire les coordonnées du vecteur AB. Alors quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Ben, on va se les calculer dans un coin si vous voulez. Je vais peut-être le faire avant, ça sera plus simple pour vous. Alors calculons les coordonnées du vecteur AB. Alors, je ne l'ai pas fait dans cet exemple, on va le faire. Je vais bien arrêter de m'écrire n'importe où lui. Voilà. Alors quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Ben, c'est la formule qu'on voit depuis tout à l'heure. Donc vous avez les coordonnées des points sous les yeux. Donc je vais trouver, peut-être là c'est pas la peine que je le détaille, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Enfin je veux bien le redétailler si vous voulez. Donc je répète, l'ordonnée l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A, regardez, on a les valeurs ici. 4 moins 2 ça fait 2. Et pour les ordonnées, 5 moins moins 3, ben, ça va donner 8. Ok. Et quelles sont les coordonnées du vecteur CD? Du vecteur DC, pardon. Ben, le vecteur DC, comment j'exprime ces coordonnées? Qu'est-ce que je vais écrire? Alors regardez, c'est peut-être un petit peu astucieux. Enfin astucieux, c'est un grand mot. Comment je vais faire? Ben, vous allez me dire, je connais pas les coordonnées du point D. C'est vrai, mais justement, c'est notre inconnu. Et ces coordonnées inconnues, j'ai décidé de les appeler x et y. Donc je vais faire le même calcul, sauf que je vais utiliser x et y. Alors excusez-moi, je fais n'importe quoi. J'arrive, hein. Voilà. Ça ira mieux d'ici une fois ou deux. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur DC? Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Je vous écoute. What's your opinion? Qu'est-ce qu'on va mettre? Bah, vous allez mettre l'abscisse du point C, qui est le point d'arrivée, moins l'abscisse du point D. Alors attention aussi, donc l'abscisse du point C, c'est moins 2. Donc on va écrire moins 2, moins x. D'accord? Évidemment, si je connaissais le point D, je pourrais faire le calcul. Mais justement, c'est mon inconnu. N'empêche que je peux exprimer les coordonnées du vecteur du DC à partir de ces valeurs inconnues. Pour l'ordonnée, qu'est-ce que ça va donner? Ben, l'ordonnée du point C, c'est moins 1, donc je vais obtenir moins 1, moins y. D'accord? Donc Agathe avait commencé, elle a même écrit l'équation, Agathe. Tu vas un peu vite, Agathe, on va doucement. Hein. Tout le monde a pigé, là, ce que j'ai fait? J'ai écrit les coordonnées du vecteur DC. Alors, on ne connaît pas le point D, mais ça fait rien. Si j'appelle ça x et y, je peux quand même écrire ça. Les coordonnées du vecteur DC, c'est moins 2, moins x, moins 1, moins y. Maintenant, regardez, je reviens à mon équation AB égale DC, et je vais remplacer chaque vecteur par ses coordonnées. Si le vecteur DC doit être égal au vecteur AB, ben ça veut dire que les coordonnées moins 2, moins 5, ça doit être la même chose que les coordonnées moins 2, moins x, moins 1, moins y. Et du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, si des vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes abscisses, et ils ont les mêmes ordonnées. Donc cette égalité de coordonnées, je vais la transformer en système d'équations. Donc j'emploie à nouveau le symbole équivaut. Et cette fois-ci, je vais avoir deux équations. Pourquoi moins 2 et moins 5? Parce que je me suis trompé en recopiant. C'est 2 et 8, pardon. On les a calculés, c'est 2 et 8. Merci Célia. Donc ici, ce que vous avez, excusez-moi, c'est parce que j'ai fait un copier-coller avec l'exo d'avant. Ce que vous avez ici, en fait, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Ce que vous avez ici, ce sont les coordonnées du vecteur DC. D'accord? AB, on a trouvé 2, 8, et DC, on a trouvé ça. Oui, je me suis trompé, j'ai fait un copier-coller avec ce qui était écrit là-haut. Là. Bon, ok, donc je vais transformer ça en système d'équations. Alors, ben, allons-y, un système d'équations, ben, voilà, on va mettre une accolade et tout, hein, donc on a deux équations, on va mettre une accolade pour faire joli, c'est un système, on a déjà vu des systèmes cette année.
Hop. Voilà. Alors, quelle est la première équation? Bah, c'est 2 égale... Je vais me remettre en plein écran. C'est 2 égale moins 2 moins x. Quelle est la deuxième équation? C'est 8 égale moins 1 moins y. D'accord? Alors, on a presque terminé. Bah, il n'y a plus qu'à calculer les valeurs de x et de y. Alors, c'est quand même extrêmement simple. Hein. On peut le trouver de deux têtes. Bon, ça va pas revenir... Enfin, moi que vous le souhaitiez, mais je comptais aller un peu plus vite. Là, qu'est-ce qu'on trouve pour x et pour y? D'accord, x ça fait combien et y ça fait combien? Je vous écoute. Alors, Marion a trouvé moins 4 et 9. On va vérifier si elle a raison. Moins 4 et moins 9, oui, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure dans GeoGebra. Alors, vérifions si ça marche. Hein. Moins 2, moins 4, ça fait bien moins 2 plus 4, ça fait bien 2. Et moins 1, moins 9, ça fait moins 1 plus 9, ça fait bien 8. Ça a l'air de fonctionner. Donc on peut conclure en disant on a trouvé les valeurs de notre inconnu, on a trouvé les coordonnées du point D. De D sont moins 4, moins 9. Et en plus on a vu sur le dessin que c'était juste. Ok, donc voilà la méthode que j'ai quand même beaucoup détaillée. Ça va pour tout le monde? C'est un truc que vous avez pu faire l'année dernière déjà, ça. Hein, ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou est-ce que c'est clair pour l'exercice 18? Ça va? Pas de questions? Tout est clair, monsieur à venir, vous avez tout compris? Ok. Non, c'est bon, pas de questions. Camille aussi, c'est bon. Ok. Justine, est-ce que ça va? Est-ce que tu es toujours avec nous? Ouais. Alors ouais, on sait pas si c'est oui ou si c'est bon, bof, quoi. Bon, ça va, ok, ça marche. Alors, ce que je vous propose maintenant, il nous reste encore quelques minutes, hein, parce qu'on a un peu démarré en retard au début. Justine avait trouvé, magnifique. C'est de regarder l'exercice 19, d'accord? Et à la rigueur, vous le terminerez d'ici jeudi. Donc je vous remets le livre sous les yeux, si je retrouve où il est là. Hop. Voilà, donc vous regardez l'exercice 19. On vous demande de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. Vous essayez de réfléchir à comment ça peut marcher, le milieu d'un segment, etc. À vous. Bah normalement on s'arrêtait à 5h30, mais tu sais on a eu un peu de retard au début, Marianne, le temps que tout le monde se connecte. Vous en avez marre là, peut-être ça fait long, là, non? Je sais pas, ça fait quasiment 1h45 que vous y êtes. Bon, c'est peut-être pas terrible de continuer encore 10 minutes là. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Effectivement, il y a de cette idée, monsieur Bouquet. Alors, pas d'heure sub pour monsieur Martin, c'est bien, vous avez trouvé votre délégué syndical dans la classe. Magnifique. Bon, allez, on va arrêter là pour aujourd'hui, c'est la reprise. En plus, je veux pas que vous grillez le cerveau. Donc, ouais, vous n'êtes pas payé, mais enfin, en même temps, vous produisez pas grand-chose, hein, faut bien le reconnaître. Donc, voilà. Monsieur Gilbert, c'est tea time, d'accord? C'est l'heure du thé dans son salon anglais préféré. Vous êtes mes gens aussi, bah dis donc, vous êtes des gens très raffinés, vous buvez le thé à 5 heures. Ok, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous mets à disposition ce soir la vidéo, alors je suis désolé, il va manquer 20 minutes. Monsieur Théo est à l'eau claire. Et vous avez la trace écrite aussi. Pour jeudi, vous cherchez les exercices 19 et 20, page 237, d'accord? Donc vous cherchez celui-là, et puis l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, vous devez l'avoir. Bon, j'ai fermé le livre, j'ai pas fait exprès. Voilà, hein, c'est pas très difficile, c'est juste pour revoir tranquillou la leçon. Et jeudi matin, on rentre dans le vif du sujet. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous n'avez pas de questions, on va arrêter là. Voilà. Et bon courage pour la reprise. À bientôt, s'il n'y a pas de questions.